Bonjour Esther. Bonjour, Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Et si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce que tu participes à un meeting en ligne de femmes à partir de 17h30 tout à l'heure. Ça s'appelle Corona Viril. Demain sera féministe ou ne le sera pas. Alors, on avait tous été et toutes choqués par la longue succession d'hommes à la tribune à l'Assemblée nationale après le discours d'Édouard Philippe, alors même que partout dans le pays, c'est souvent elles, les femmes, qui sont en première ligne. Et c'est la même chose à peu près dans les médias. On voit beaucoup d'hommes qui se succèdent les uns derrière les autres. Comment ça se fait qu'on en soit encore là, Esther? On est en 2020 quand même. Je vais là te donner une réponse d'historienne. En période de crise, les minorités disparaissent. Disparaissent et aussi on préfère ne pas les voir parce que ça pose problème. Alors là, les femmes, ce n'est pas une minorité, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Néanmoins, là, en période de crise, elles ont été moins nombreuses dans les institutions, au Sénat, à l'Assemblée, puisqu'on était en nombre réduit. Quand on réduit le nombre, on réduit aussi inconsciemment les femmes qui sont déjà minoritaires dans ces institutions. Et ça se voit plus. On est entre 25 et 30% de femmes, peut-être un peu plus à l'Assemblée. Alors, quand on doit être 75, eh bien, les femmes disparaissent du paysage. Et dans les médias, c'est aussi un phénomène assez intéressant. Et d'abord, on a fermé les médias aux politiques, grosso modo. Et quand on les invitait, on invitait des hommes plutôt. Parce que ça a été la période des blouses blanches. Les experts, c'était les médecins. Et voilà, donc nous, les politiques, les femmes politiques, nous avons disparu. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de femmes médecins. Quand on regarde les médias, on est étonné aussi. Les intervieweurs se dirigent vers la voix masculine, même lorsqu'il y a une femme pour 3 hommes. Parce que quand on est expert, les femmes, dans l'imaginaire, ne peuvent pas être expertes, même si elles sont physiquement présentes. Oui, mais c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que les médecins, on a vu beaucoup d'hommes, mais toutes les autres professions, c'est-à-dire les infirmiers, enfin les infirmières, on dit souvent d'ailleurs au féminin, les aides-soignants et les aides-soignantes sont des métiers qui sont plutôt féminins. Et après, dans les supermarchés, par exemple, on voit beaucoup de caissières et c'est souvent des femmes qui assurent ces positions-là. Comment on explique en fait cette différence, en fait, que les femmes soient en gros à toutes les tâches qui sont un peu des corvées dans notre société et les hommes, on leur réserve plutôt à la fois les ordres de la République, puisqu'ils sont majoritaires dans vos institutions, et les plateaux des médias. Les dernières de corvée étaient des femmes. C'est les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières. Oui, c'est une partie de la société qu'on ne regarde pas, on ne se tourne pas pour regarder dans le sens symbolique. Elles sont dans l'arrière-plan. Oui, c'est les femmes. L'imaginaire masculin considère la femme comme infirmière, et comme nourricière, comme pilier du foyer pour nettoyer, laver, etc. Donc, on a vu beaucoup de femmes dans ces métiers. Et ce n'est pas... Elles existent, mais on ne nous les a pas montrées. À la télé, oui, il y avait parfois des interviews, mais bon, ce n'était pas grand-chose, parce que ces personnes sont considérées, pas par moi, mais par ceux qui font la politique, disons, la politique médiatique, etc., et comme des personnes qui n'ont pas droit à briller. Elles doivent être là pour travailler. Alors, on a vu ce hiatus d'une manière flagrante, puisque la crise sert de miroir grossissant pour tous les problèmes réguliers d'une société. Ce n'est pas nouveau. Et là, on a vu, nous avons disparu, nos femmes politiques, et les autres sont arrivés au devant par le peuple lui-même. C'est le peuple qui sortait
sur les fenêtres pour applaudir. Alors, c'était un mouvement populaire, mais en haut, l'élite applaudissait aussi, parce qu'elle ne veut pas mourir, l'élite du coronavirus. Mais ça s'est arrêté là. Mais alors, mais comment on fait pour que précisément dans les partis, les femmes aient des positions plus de pouvoir? Mais il n'y a pas que dans les partis, il y a aussi dans les syndicats, où on voit les syndicats, notamment au poste de direction, alors même que les femmes constituent 48% de la population active, on voit très bien que dans les postes de direction, c'est essentiellement des hommes. Comment on fait pour que ça soit plus le cas? Est-ce qu'il faut mettre en place des quotas? Est-ce qu'il faut faire des syndicats exclusivement féminins? Est-ce qu'il faut encourager les binômes? C'est un vieux problème. Il y a une loi, n'est-ce pas, qui oblige les partis à appliquer la parité. Et les partis sont prêts à payer des amendes pour avoir le pouvoir. Le pouvoir est partagé entre les hommes. Parce que l'homme, c'est un guerrier, un battant, c'est celui à qui revient la parole. Le pouvoir, c'est la parole. Et la parole, c'est le pouvoir. Alors, ils ont tous les atouts pour être dans les partis, parce qu'ils parlent bien. Nous, on a été éduqués à ne pas prendre la parole n'importe comment, n'importe quand. Les hommes, ils peuvent répéter ce que tu as dit il y a 2 secondes dans une réunion, se l'approprier. Nous, on réfléchit, on se dit peut-être que ce n'est pas la peine de parler puisque quelqu'un d'autre a dit ce que je pensais. Nous avons une certaine timidité à prendre la parole. Nous ne sommes pas toutes des grandes oratrices. Et alors, tout cela fait que nous sommes affaiblis. Et puis, les hommes ne veulent pas nous laisser le pouvoir. C'est tout. Moi, je pense qu'il faut peut-être un moment faire des quotas. Je ne suis pas contre. Parce qu'en Amérique, les féministes ont gagné grâce aux quotas. Dans les emplois, quand il y a 2 candidats, il faut qu'il y ait une femme et un homme et choisir la femme si ses compétences correspondent à l'emploi cherché. Mais on sait que les hommes, en tant que guerriers, s'accaparent le pouvoir. C'est ça. Ils ne le prennent pas, ils s'accaparent du pouvoir. Alors justement, tu parles d'hommes guerriers. Alors avec le confinement, il y a aussi une recrudescence, voire une explosion des violences faites aux femmes. Ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être, selon toi, une raison pour déconfiner le plus tôt possible? Parce qu'on voit vraiment, quand on voit le nombre de violences faites aux femmes avec le confinement, ça devient, là, ça explose, quoi. Oui, enfin, ce n'est pas, bien sûr, il y a des associations qui prennent en charge, il n'y a pas que les femmes, c'est les femmes et les enfants qui sont violentés. Dans le cadre du foyer. Oui, alors il faut prendre des décisions. Nous avons voté même un amendement hier pour que les femmes qui sont sujettes aux violences ne cohabitent pas avec l'homme violent qui leur fait subir ces violences. On a demandé des aides exceptionnelles. Les associations en prennent en charge certaines de ces femmes. Le gouvernement a fait quelques gestes avec des numéros spéciaux, etc. Mais les violences faites aux femmes, c'est un vieux problème qu'il faut gérer, régler, encadrer d'une manière stricte pour que le nombre de ces violences diminue. Et ce n'est pas pour cela qu'il faut déconfiner. Si on déconfine, la raison d'abord est économique et qu'on peut comprendre aussi. L'État-providence a joué en partie son rôle en évitant l'augmentation du chômage, comme aux États-Unis où il y a plus de 20 millions de chômeurs depuis la pandémie qui s'inscrivent au chômage et dans bien d'autres pays. Mais l'État-providence n'a pas joué son rôle social puisque dans un pays moderne comme le nôtre, il y a la famine. Dans certains quartiers, les gens n'ont pas de quoi manger. Les enfants, l'école étant fermée, n'ont même pas de quoi se nourrir.
mais à la cantine. Au moins, ils mangeaient un repas par jour. Et nous, dans notre parti, ce matin, d'ailleurs, on a présenté nos revendications sociales, mais parce qu'il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas du social. Et là, le moment est grave. Il faut une urgence. Il y a urgence économique et urgence sociale. Mais les femmes entrent dans ces oubliés, de la crise quelque part. Voilà, nous avons disparu. Ça veut dire, à mon avis, que nous n'étions pas bien implantés. On ne disparaît pas comme ça. Il y a des raisons. On était là parce que la parité est à la mode. Ils mettent 3 hommes, une femme. Parfois, c'est très, très rare, 2 hommes, 2 femmes sur les plateaux médias. On a disparu d'un peu partout. Et il faut se battre aujourd'hui parce qu'on n'est pas seulement présente pour les corvées, mais nous voulons être présentes partout, partout, parce que nous devons avoir la moitié du pouvoir, la moitié des places dans les médias, la moitié des places dans les lieux de décision. C'est normal, ce qui est normal, il faut se battre pour ce qui est normal. C'est incroyable quand même. Mais les femmes en politique ont toujours été mal vues parce que la femme n'est qu'un objet de désir dans l'imaginaire. Elle est sexuée. Je pensais un peu comment on parlait des tailleurs de Madame Clinton, du sac de Madame Clinton, voilà, des chaussures de telle, etc. Et d'ailleurs, et je vous lirai cette réponse d'Édith Cresson qui a été quand même très bousculée lorsqu'elle était Premier ministre. Elle fait une réunion avec la FNSEA en tant que ministre de l'Agriculture. Elle est accueillie par une grande banderole sur laquelle est écrit « Edith, on t'espère meilleure au lit qu'au ministère ». Et elle répond « Ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais pouvoir m'occuper de vous ». Alors, vous voyez, c'est une réponse très jolie, mais on voit encore où nous en sommes. Nous nous sommes battus, nos aînés se sont battus pour avoir le droit de vote. La France a donné le droit de vote très tard, après la Turquie, vous imaginez, la Turquie où les femmes étaient encore couvertes. Bon, donc tout ça, c'est du temps qui s'est écoulé et nous avons été absentes. Et aujourd'hui, c'est difficile encore d'être présente comme on le voudrait. Alors, tu parlais tout à l'heure de faillite de notre État-providence et des urgences économiques et sociales. Il y a aussi la question des travailleurs et des travailleuses du sexe, parce qu'elles sont majoritaires, les femmes, dans cette catégorie-là. Les prostituées, dont on le rappelle en France, le statut n'est pas totalement reconnu par les autorités, mais qui payent quand même des impôts et qui payent des taxes. Aujourd'hui, elles sont dans une situation de grande précarité avec le confinement et avec la crise du coronavirus. Certains et certains travailleurs hommes aussi du sexe demandent la création d'un fonds d'appui pour répondre à la crise. Tu y es favorable? Bien sûr, je suis favorable. J'ai fait de mon mieux pour retarder le passage du texte, la pénalisation des clients, parce que je savais combien les répercussions seraient dures et seraient vraiment préjudiciables à ces femmes et hommes qui ont comme seul capital leur corps. Hein, ce n'est pas un luxe. Personne ne se prostitue parce que elle a envie de vivre de la prostitution. On peut penser que certaines call girls le font parce que c'est l'argent facile, mais la plupart des prostituées sont des personnes qui ont du mal à vivre, qui subissent des violences et avec
le confinement, les clients se font rares. Déjà, ils se faisaient rares parce qu'ils sont pénalisés quand même, les clients qui ont des relations avec des personnes prostituées. Et aujourd'hui, personne ne pense à elles. Enfin, ce sont les socialistes au pouvoir qui ont fait ça parce qu'il fallait moraliser la société. On l'a moralisé et voilà, on a essayé de moraliser une société, c'est un vœu pieux, et on devait les orienter vers des métiers pour qu'elles sortent de la prostitution. L'argent n'est pas arrivé, comme d'habitude, c'était une usine à gaz, et aujourd'hui, les prostituées se trouvent dans une situation économique et physique, parce qu'il n'y a plus l'aide des associations, elles sont à la maison confinées, pas à cause du confinement, mais maintenant elles travaillent par Internet et les clients se font rares et maintenant elles sont à l'état de misère. Celles qui n'ont pas d'économie, elles sont à l'état de misère. Elles nous appellent, elles nous écrivent et on ne sait pas comment les aider. Il faut mettre en place je crois, un fonds d'aide. Et nous, les Verts, nous avons mis parmi nos demandes, nos exigences sociales, l'aide aux personnes prostituées. Alors, à propos du meeting de ce soir, j'ai déjà vu fuser sur Twitter et sur Instagram quelques accusations de white feminism. C'est-à-dire que le meeting ne serait porté que par des femmes blanches, parce que c'est suite aux articles dans Les Inrocks ou Libération sur le meeting. Est-ce que pour toi, c'est un problème? Parce que c'est vrai que quand on regarde la liste des femmes, elles sont essentiellement, des 12 femmes politiques qui portent ce meeting, elles sont presque toutes blanches. Et est-ce que tu trouves ça fondé comme accusation? Bon, le moment n'est pas aux accusations. Il faut qu'on évolue nous aussi, ça va de soi. Ce meeting a été organisé dans l'urgence. Ils ne peuvent pas chercher la petite bête. Nous, les femmes, nous savons qu'il y a des choses à faire. Nous sommes conscientes de ce que nous n'avons pas pu faire dans l'urgence. Nous sommes conscientes aussi qu'il faut élargir les cercles. Il n'y a pas que les femmes blanches qui sont pénalisées. Il y a aussi les femmes de couleur, les femmes maghrébines, ou même moi, je réfléchis souvent à ça. J'ai mis plus de temps que les autres à réussir dans la recherche, à l'université. En politique, je suis arrivée très tard. Je suis une femme peut-être blanche, mais je suis d'origine immigrée. J'ai un accent et ce sont des handicaps. On est doublement, triplement pénalisé quand on est femme et qu'on n'est pas dans les normes blanches, blondes, jeunes, glamour. Voilà. Enfin, il faut dire que les hommes en politique ne sont pas tous glamour, hein? On ne va pas exagérer non plus. Mais c'est un handicap, c'est vrai, parce qu'il faut franchir les barrières et c'est très difficile. Il y a des jours où je rentre chez moi et je me dis, mais enfin, c'est terrible, je suis contente d'être femme, mais comment me débarrasser aussi du reste? Parce que c'est un handicap. On t'invite à la télé parce que tu as une bonne cliente, mais tu ne ressens pas aux autres, tu n'es pas dans les normes. Nous sommes un pays à tiroir, chacun doit être dans un tiroir. Tu es blanche, tu es avec les blanches. Tu es noire, tu es avec les noirs. Et en Amérique, on a pu partir de tous ces handicaps et faire entendre la voix des femmes noires, la voix des personnes âgées. Vous allez voir que bientôt, l'agisme va être aussi un problème en France. Mais en Amérique, il y a ces voix qui se développent, qui revendiquent. Regardez cette magnifique Alexandria Ocasio-Cortez qui fait honneur aux femmes. Ici en France, tout cela est limité parce qu'on est encerclé par le pouvoir des hommes blancs. Alors ne faisons pas nous la même chose et créer
un pouvoir féminisé, mais seulement blanc. Voilà. Parce que toutes les femmes ont leur spécificité et on a à côté de ça des spécificités ethniques, culturelles, de couleur, d'origine, etc. Et c'est la richesse d'un mouvement. Et notre mouvement, je crois, va avancer dans ce sens. Alors, j'ai une dernière question, Esther. Hier soir, au Sénat auquel tu appartiens, il a été voté une loi. J'en fais partie, j'appartiens pas. Je suis une intruse. D'accord, ok. Donc, tu fais partie. Donc, le Sénat a voté à une écrasante majorité la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois encore. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que tu trouves ça justifié? Est-ce que tu penses que la crise du coronavirus va remettre en question notre rapport à nos libertés individuelles comme collectives? Est-ce que ça te fait peur, ça? Ouais, moi, j'ai voté contre, je me suis battue également contre l'article 6 avec ces brigades qu'on a osé appeler anges gardiens. Ça faisait militaire et religieux. Hein. Enfin, cette sémantique était déjà très problématique. Ça m'a rappelé ce que disaient les 68 arts. Tu n'étais pas né. Ils parlaient du sabre et du goupillon. Quand j'étais, à cette époque, ça me faisait rire. Mais là, on a fait un peu les deux avec ces brigades qui vont ficher, qui vont s'accaparer de nos données, qui vont bafouer le secret médical. Tout est passé après discussion, bien sûr. Tout est passé comme ça, parce qu'on s'habitue, on s'accoutume à l'état d'urgence. On s'accoutume. Et notre pays est friand des états d'urgence. Pourquoi en Allemagne, ils n'ont pas fait d'état d'urgence sanitaire, ni en Suède, nulle part, ni en Autriche? Nous, immédiatement, quand il y a un problème, c'est l'état d'urgence. Il y a eu l'état d'urgence contre le terrorisme, maintenant c'est l'état d'urgence sanitaire et on le proroge. On a limité la prorogation jusqu'au 10 juillet et pas le 23 et ça va être prorogé de nouveau parce que l'état d'urgence est un bouclier pour l'État, c'est tout. Et ensuite, certaines des restrictions à nos libertés vont rentrer dans le droit commun, comme ça a été le cas avec l'état d'urgence concernant les actes terroristes. Et on ne s'en lasse pas. Alors, je crois, et c'est notre côté napoléonien qui fait qu'on on impose le militaire, on impose le restrictif, parce que nous sommes conservateurs et nous aimons l'ordre quelque part. Même l'Allemagne qui aime l'ordre n'a pas décrété l'état d'urgence. C'est quand même dire. Et bien sûr, j'ai voté contre. La première fois, j'ai voté abstention parce qu'il faut donner, il y avait une crise, il fallait donner à l'État les éléments pour pouvoir agir. Mais là, l'état d'urgence ne doit pas se répéter. Moi, je crois que ça va aller jusqu'à l'année prochaine. C'est incroyable, incroyable. Et voilà, j'ai décidé de voter contre. Il y a eu quand même les communistes et quelques socialistes, mais pour le moment, voilà, c'est passé, c'est prorogé, tout va bien. Non, écoutez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Parce que la liberté ne se négocie pas, même quand la maladie est présente partout et que le danger du virus est anxiogène et qu'on est tous enfermés sur nous-mêmes. Et cela ne justifie pas qu'on laisse faire et qu'on laisse piétiner nos libertés. Bon, bah, on espère que tu sauras rester vigilante dans la période qui arrive. Merci beaucoup, Esther Benbassa. Je suis qu'une petite grain de poussière. Oui, mais tu sais, agglomérer les grains de poussière, ça peut faire un mur. Ah oui, beaucoup de poussière, oui. Mais enfin, il faut appeler les gens à venir à ce meeting ce soir. Exactement. Bah, rendez-vous ce soir à partir de 17h30.